ordi n'est pas prêt. Je réouvre les applications. Mais ce que D'accord. je vous propose, c'est du coup de commencer par un tour de table où chacun se présente avec sa collectivité, son territoire, sa fonction à l'intérieur. Et puis, je clôturerai le tour de table en présentant énergie partagée. Et ensuite, ce que je vous propose dans le déroulé du webinaire, c'est d'aborder une restitution de chacun des groupes sur la vidéo qu'il a visionnée. Et en tout cas, si l'exercice collectif a pas pu être mené par un groupe, c'est pas grave, mais au moins l'expression personnelle de votre compréhension et de vos questionnements après le visionnage de la vidéo. Et puis une deuxième partie du webinaire sera consacrée à vous présenter au travers de 2 guides que nous avons publiés. D'une part, les postures que la collectivité peut avoir pour aider, faciliter, participer ou porter un projet citoyen d'énergie renouvelable. Et puis, on regardera aussi les bonnes questions à se poser au démarrage de tout projet. Voilà, du coup, Julien, est-ce que je peux te laisser passer la parole du tour de table? Moi, je vois pas la liste des participants. Je suis en train de me reconnecter avec mon ordinateur. Oui, donc ok. Donc on va commencer. Là, je vois que la première personne qui est en dessous dans la liste des participants, la première personne qui est en dessous d'Arnaud, qui bataille donc avec son ordinateur, il y a Marie. Donc Marie, est-ce que donc vous pouvez vous présenter rapidement vous-même, votre territoire et les raisons un peu de votre participation à cette formation? Oui, pas de problème. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Marie. Je travaille pour le PETR du Briançonnais, des Écrins et du Liestrois Queyras. Alors, c'est un nom à rallonge, mais c'est juste le nord du département des Hautes-Alpes, pour ceux qui ne connaissent pas trop le coin. Moi, mon poste, c'est chargé de mission de transition écologique et je travaille en particulier sur un contrat de transition écologique qui a été signé avec l'État en avril dernier. Donc, on a défini plusieurs actes dans ce contrat. Les 2 premiers, c'est mon collègue qui va s'en occuper, c'est l'autonomie alimentaire et la gestion des déchets sur le territoire. Moi, je vais plutôt travailler sur la partie énergie. Donc, j'ai souvent l'occasion de travailler avec des SEM, avec des centrales villageoises aussi, et c'est pour ça que ce sujet m'intéresse particulièrement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Marie. Alors, ensuite, j'ai Maxime. Vous m'entendez? Alors, on vous entend. Il faut parler assez fort et clair. Parfait. Alors, je suis dans un open space, donc je vais parler raisonnablement fort. Maxime Lassalle, donc je travaille pour la métropole européenne de Lille. Alors, c'est le regroupement de la ville de Lille, Roubaix, Tourcoing et les 90 communes autour. Je travaille au sein de la direction énergie. Et dans ce cadre-là, je suis chef de projet sur la méthanisation agricole. Donc, on accompagne des porteurs de projets agricoles pour développer des projets sur le territoire. Et plus généralement, au sein de la direction, on se pose la question de la mise en place d'opérateurs énergétiques alors ouverts aux différentes collectivités qui nous composent, mais aussi à des citoyens pour financer la transition énergétique et la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Donc à ce titre-là, effectivement, moi je viens chercher des informations sur vraiment le comment faire, comment impliquer les citoyens et quels sont les outils pour mettre en place du financement conjoint de projets en énergie renouvelable. Ok, merci beaucoup Maxime, c'est très clair. Donc on a vu Maxime et Marie. Ensuite, nous avons Sylvain. Oui, bonjour. Donc moi je suis basé dans le Puy-de-Dôme, au nord-ouest du Puy-de-Dôme, dans une communauté de communes qui s'appelle Combrailles-sous-les-Morges. Je suis chargé de mission PCAET entre autres, un PCAET volontaire hein, puisqu'on n'a pas 20 000 habitants. Voilà, on est en train de travailler sur des projets notamment de méthanisation, de fermes photovoltaïques, leur portées par des privés pour l'instant.
Mais j'ai une autre casquette. Je suis maire d'une petite commune rurale qui est engagée, elle, dans un projet avec la commune voisine de parc éolien citoyen. Voilà, donc à ces deux titres-là, eh bien, la question de l'implication des citoyens m'intéresse, tant au niveau de l'acceptabilité, mais aussi comment associer un peu plus encore les citoyens, parce que ce n'est pas forcément facile de mettre beaucoup de monde autour de la table. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Du coup, vous avez travaillé sur quelle vidéo, Sylvain? Sur la vidéo de l'éolien citoyen, justement. Vous avez Sur travaillé. la vidéo, la troisième, ouais, là c'est. Oui, d'accord. Donc, ça tombe bien plutôt quand on a un projet éolien. Oui, juste pour revenir aussi sur les. Donc, vous avez travaillé. Non, enfin, vous étiez censé travailler avec Marie, mais je ne sais pas si vous avez pu établir une connexion. On n'a entre pas vous. échangé, non. D'accord, vous n'avez pas échangé. D'accord. Et Maxime, qu'on a entendu précédemment, vous travaillez, vous, sur la première vidéo et vous avez fait donc cette contribution écrite que j'ai partagée sur l'onglet Converser. Oui, avec Damien Balleux qui lui, est on va dire mon homologue, mais sur la ville de Lille. Donc, d'accord. Sur le territoire de la ville de Lille. D'accord, ok. Donc, en fait, vous étiez, donc, vous êtes tous les deux collègues, en fait. On n'est pas collègues, on travaille lui travaille pour la ville de Lille, moi je travaille pour la métropole. Donc, d'accord. Okay. Lille et ses communes environnantes. Ok, super. Alors, une autre personne à se présenter. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Yves Crété, je suis responsable du service des politiques durables et énergie à la communauté d'agglomération de la région dieppe-Oise. Et je suis également responsable chargé de mission au niveau du plan climat, au niveau du pays, des pays normands. Je travaille d'un côté avec 16 communes, de l'autre côté avec 119 communes. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a une des actions qui a été ciblée pour développer les projets citoyens au niveau de l'accessibilité aux ENR. Donc, c'est pour ça que ce stage m'intéresse particulièrement. Ok, très bien. Et donc, Yves, vous travaillez, vous, sur la vidéo, sur les SEM? Alors, je ne travaille pas avec des SEM et on a eu une SEM au niveau du territoire qui vient de s'arrêter parce qu'il y a des problèmes de trésorerie et c'est ce que j'avais écrit justement parce que cette SEM travaillait trop sur des projets locaux et du coup n'a pas pu assumer son financement global. Ok, mais du coup, vous nous direz quand même ce que vous avez pensé de cette vidéo et des apports et même des questions qu'elles vous ont suscité oui. au-delà de votre expérience personnelle des SEM à travers cette vidéo numéro 4. Alors, sur laquelle moi, vous étiez. Sur cette vidéo, bon, moi j'avais noté un certain nombre de choses que j'ai échangées avec Mireille. Je ne sais pas si vous avez eu l'écrit. Non, j'ai pas eu votre écrit. Vous pourrez d'ailleurs soit nous l'envoyer par mail ou soit le partager directement. Vous pouvez le faire dans l'onglet Converser. En fait, vous pouvez attacher un fichier à la conversation si vous le souhaitez, et donc partager votre contribution écrite avec tout le monde. En attendant, je reviens vers Roxane. Oui, alors j'ai fait des réglages. Je ne sais pas si vous m'entendez un peu mieux. C'est pas génialissime, mais en prêtant l'oreille, ça devrait être possible. Ok, bon, je vais parler plus fort. Ok. Donc moi, je travaille pour la ville de Nice, au bureau d'études de ville de Nice. Bureau d'études ville de Nice. Oui, c'est ça, exact. Donc on travaille plutôt actuellement sur des projets participatifs, par exemple des jardins partagés. On a on aimerait mettre en place de nouveaux projets dans le cadre de la vision des espaces verts avec le développement durable et l'environnement. Et donc, je viens prendre connaissance un petit peu notamment des méthodes et des groupements qu'on peut faire au niveau des citoyens pour développer ces projets et des structures que l'on peut mobiliser. Ok, c'est
pas facile du tout de vous entendre. Si je résume, vous me dites si j'ai bon. C'est que vous travaillez déjà donc avec des collectifs citoyens et du coup vous venez prendre de l'expérience pour aller pour développer la dynamique citoyenne autour de la ville de Nice. Ok. Alors, je vais vous demander aussi, dans la mesure du possible, quand vous ne prenez pas la parole, de désactiver votre micro, comme ça on n'aura pas trop de bruit de fond. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tout le monde. Alors, est-ce que du coup, je vais prendre des nouvelles d'Arnaud, qui doit être toujours en panique, j'imagine, avec son équipement informatique. Donc, je vais voir où il en est. Alors, Ça va. Ah super. Ça marche. Donc, le cours d'informatique. Alors, Julien, toi, tu t'es présenté? Alors, moi, je ne me suis pas présenté, effectivement. Donc, je travaille pour Énergie Partagée depuis 3 ans. Je suis aussi animateur de la e-communauté transition énergétique pour le CNFPT. Donc, je connais pas mal le milieu des agents, le monde des agents territoriaux. Et chez Énergie Partagée, je travaille notamment pour l'organisation et le développement des formations. Et ça, c'est pour une moitié de mon job. Et l'autre moitié de mon job, je suis animateur national et en particulier sur la valorisation du travail des animateurs régionaux. Voilà. Arnaud, Merci. je te laisse te présenter et présenter Énergie Partagée, du coup. Ouais. Ok. Alors moi, Arnaud Foulon, je suis animateur pour le réseau national d'énergie partagée. Énergie partagée, c'est un mouvement et je vais vous expliquer en quelques mots à quoi ça ressemble et puis on en parlera plus quand on se verra. Donc énergie partagée, c'est un mouvement qui est né dans les années 2000 sous diverses influences. Grâce à la rencontre d'acteurs, d'une part de la finance éthique et solidaire, avec le Crédit Coopératif, la NEF, des acteurs de l'énergie, comme le réseau du Clair, que vous connaissez sans doute, Enercoop, le fournisseur d'électricité et coopératif, des bureaux d'études comme Indigo ou une association comme Ecul. Et puis déjà des premiers porteurs de projets qui étaient très inspirés par leurs voisins belges, leurs voisins les voisins européens, allemands ou danois, et qui étaient d'eux-mêmes rentrés dans des démarches de réappropriation de la question de l'énergie en disant, donc, dès les années 2000, nous, l'énergie renouvelable sur notre territoire, oui, mais pas sans nous, et c'est nous qui allons prendre le volant des projets. Et donc, ce petit monde a été réuni grâce à l'ADEME autour d'une table et ensemble se sont dit on a quand même beaucoup de choses à partager. Et en fait, si on veut que la transition énergétique s'accélère en France, qu'on ne voit pas dans les prochaines années des levées de boucliers contre tous les projets d'énergie renouvelable, et qu'au contraire, on suscite de l'adhésion et qu'on mobilise l'épargne des Français qui sert à d'autres choses qu'à la transition énergétique aujourd'hui, malheureusement, créons un mouvement de l'énergie citoyenne qui, du coup, s'appuie sur une charte. Cette charte, je vous invite vivement à la lire avant de venir en formation parce que ça vous comprendrez d'où on parle et qu'est-ce qui nous anime. Voilà, je vais vous la présenter avec les 4 piliers. On a 4 piliers. L'ancrage local, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en gros, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle d'infrastructure de production d'énergie. Et on a beaucoup l'habitude sur les territoires que les infrastructures, les usines, en gros, qui arrivent sur les territoires n'appartiennent pas aux citoyens ni aux collectivités. Alors, quand on fabrique des produits chimiques ou des chaussures où on transforme des céréales, pourquoi pas. Sur l'énergie renouvelable, comme on exploite un bien commun qui est une ressource, le soleil, l'eau, le vent, ou même les déchets du territoire, ce sont des biens communs et du coup, ça a vraiment du sens de dire, mais en fait, l'exploitation de ce bien commun, il devrait être collectif. Et donc,
le premier pilier de notre charte, c'est l'ancrage local, à savoir que les habitants et ou les collectivités sont partie prenante dans le projet, dans tous nos projets, donc pas tout seul, mais partie prenante. La gouvernance démocratique, c'est pour souligner le fait que dans le monde de l'énergie renouvelable, qui est un vrai monde, un marché au sens privé du terme, au sens capitaliste du terme, avec beaucoup de concurrence, c'est difficile d'avoir de l'information, c'est difficile d'avoir, que ça soit au moment des développements des projets ou pendant la phase d'exploitation. Et donc, nous, on pousse à une plus grande transparence et surtout une manière de prendre les décisions la plus coopérative possible autour de ces projets. L'exigence écologique, c'est important pour toutes les filières. Il y a des impacts, il y a des lignes rouges, selon nous, à ne pas dépasser, quand bien même c'est pour produire de l'énergie renouvelable. Et puis, pour tout projet, il y a, selon nous, une démarche d'économie d'énergie à susciter autour du projet, autour des actionnaires, autour de la collectivité. Et on essaye que les projets auxquels on participe y contribuent. Et enfin, la démarche non spéculative, c'est une manière de dire, en fait, si on s'arroge le droit de s'appeler citoyen, projet citoyen, énergie citoyenne, c'est pour déjà les 3 premiers piliers que je vous ai présentés, mais c'est aussi pour ce 4e, à savoir, oui, on est là pour faire des projets rentables, sinon on ne mobilise pas de capital, on n'y arrive pas. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de mobiliser des millions d'euros, investir si ce n'est pas rentable. En revanche, la spéculation, à savoir revendre à court terme à prix très 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 fort en prévision des valeurs futures de bénéfices que ferait le projet, ça c'est pour nous de la spéculation. Donc ce qu'on encourage, c'est que les actionnaires des projets restent sur le long terme dans les projets et on le sait bien, c'est la meilleure manière pour aussi maximiser les retombées économiques locales que de rester sur le long terme dans le projet et ne pas en ressortir en vendant le plus rapidement possible, le plus cher les actions quand les projets sont dérisqués. Bon, je commence déjà à parler un peu chinois peut-être pour certains, on y reviendra dans la suite. Mais voilà les 4 piliers qui nous animent. Donc on fait partie de la grande famille de l'énergie renouvelable, mais on souhaite la faire le plus possible avec les territoires dans une démarche d'économie sociale et solidaire en alliant différents acteurs publics, privés et les habitants et en se dotant de bonnes règles de fonctionnement, de gouvernance et en partageant un maximum de valeurs. Arnaud, juste 2 infos. J'ai mis le lien donc de la charte énergie partagée sur le fil de conversation, première info. Et deuxième info, il y a Virginie qui nous a rejoint. Alors Virginie, elle nous a rejoint un peu en retard, du coup on n'a pas pu faire sa présentation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle se présente pour que le tour de table se termine ou Donc vous voulez que je me présente. Donc je travaille à la communauté de communes depuis 2018 et j'ai été positionnée sur le plan climat et énergie depuis octobre. Et je m'occupe aussi du développement économique et de l'habitat. Donc, au niveau énergie renouvelable et tout ça, donc je suis une novice et j'essaie au maximum d'acquérir les bases qui me manquent énormément. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, mais bienvenue Virginie. On voit que ça va faire partie, comme d'habitude dans les formations, du challenge pour nous formateurs de tous vous emmener vers l'apprentissage et malgré la diversité de vos compétences et de vos expériences, il y en a qui sont déjà bien dedans et ont déjà autant de choses que moi à partager sur les projets. Et puis d'autres personnes qui viennent d'autres horizons et qui découvrent ce monde de l'énergie renouvelable. Donc on va essayer d'en donner pour tout le monde et puis de laisser personne sur le côté évidemment. Super. Alors énergie partagée, je continue. Quand je dis que c'est un mouvement, c'est que
on essaye de répondre d'abord aux besoins de tous les porteurs de projets. Et pour répondre à leurs besoins, on a créé 2 outils. Donc déjà, énergie partagée, c'est au moins 2 structures. Et il y en a même d'autres que je vous cache pour l'instant, mais je pourrais vous en parler lundi. C'est une association, loi 1901, à but non lucratif, qui en gros met en réseau tous les porteurs de projets, anime leur intelligence collective, porte leur plaidoyer auprès des institutions, travaille à un observatoire pour mesurer l'ampleur des projets et leur impact, fait de la formation comme aujourd'hui. Voilà, c'est l'association. Et puis, on a un outil qui est une entreprise qui est à son propre modèle économique, où vraiment il n'y a pas de lien financier entre nos 2 structures. Et l'entreprise, elle, a cette vertu de pouvoir collecter l'épargne des Français pour l'investir avec les citoyens qui portent des projets d'énergie renouvelable. Donc c'est une entreprise, je pourrais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne plus en détail, mais il faut voir que du coup ça devient un investisseur citoyen pour nous, puisque c'est un fonds d'investissement labellisé Finansol et surtout une entreprise ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, un label d'État, qui comprend pas mal d'engagements en termes d'économie sociale et solidaire. Et cette entreprise, voilà, son modèle économique, c'est de collecter de l'épargne, de l'investir en capital avec les collectivités et les habitants dans leurs projets, et puis de faire remonter des dividendes aujourd'hui à ces 6 000 actionnaires, ces 6 000 personnes qui ont pris des parts dans notre outil d'investissement. Donc vous verrez, c'est un acteur parmi d'autres de l'investissement citoyen qui peut vous être grandement utile des fois pour compléter vos tours de table et rendre bancable votre projet. Mais ça y est, je me remets à parler chinois, j'y reviendrai. Voilà, ça c'est déjà une vieille carte où je vous invite à aller voir sur notre site internet. Elle est plus actualisée avec l'ensemble des projets aujourd'hui en cours de développement ou en exploitation sur toutes les filières. Alors on travaille aujourd'hui essentiellement sur la production électrique, éolien, photovoltaïque, mais on commence sérieusement à travailler aussi sur le thermique avec les projets de méthanisation et de bois énergie et quelques centrales hydro. Et puis, peut-être vous les connaissez déjà dans vos régions, on essaye de mailler l'ensemble du territoire français d'animateurs régionaux qui font soit partie de l'association Énergie Partagée, soit en sont adhérents à travers leur propre structure. Et ils ont pour mission d'orienter les collectivités quand elles se posent des questions sur l'énergie renouvelable participative et citoyenne, de venir présenter ça quand il y a besoin, et puis d'accompagner le démarrage des projets. Voilà. Donc c'est tout un réseau aujourd'hui qui anime l'énergie renouvelable citoyenne en France. Et d'ailleurs, ils vont se réunir, je vous le dis, mais avec 600 autres personnes aux Assises nationales de l'énergie citoyenne organisées par l'ADEME à Montpellier le 9 décembre. Les premières assises. Voilà, alors je ne vous cache pas que voilà, notre objet social à énergie partagée, c'est ça, c'est la réappropriation locale de l'énergie. Donc, et locale, on entend bien habitants et collectivités. Voilà, donc là, aujourd'hui, on a un peu augmenté, ça date un peu. Maintenant, on est à 20 millions d'euros de capital dans notre outil d'investissement, 6 000 actionnaires et plus de 80 projets. Je ne rentre pas là dans ce détail-là. Voilà. Bon, sur énergie partagée, je propose de m'arrêter là. Et puis, je pourrais prendre vos questions lundi prochain, quand on se verra. Et puis, vous pouvez d'ici là aller sur notre site. Et puis, il y a quand même pas mal d'infos. Ce que je vous propose, c'est de commencer notre tour de table pour entendre les restitutions de chacun. Alors, quelle est la fonction pédagogique de ça? D'abord, c'était de vous
mettre un pied dans le sujet, de commencer finalement la formation avant lundi, de pouvoir mieux comprendre vos attentes et vos questionnements précis, parce que je les ai déjà notés là pendant le premier tour de table, mais je pense que là, on va pouvoir toucher du doigt vraiment des questions auxquelles répondre lundi et mardi. Et puis, ça me permettra, moi, derrière, de vous présenter les 2 guides qu'on a édités avec l'ADEME sur le guide collectivité et le guide s'orienter pour bien démarrer. Un mot, Arnaud, avant de commencer, juste pour dire que sur l'onglet Converser, vous avez tous les liens dont a parlé Arnaud, la charte, les réseaux régionaux, les assises, tout est en lien sur l'onglet Converser. Ok, merci. Alors, pour faire les groupes, pour entendre les groupes, donc si j'ai bien compris, il y avait un groupe avec Maxime Lassalle et Damien Balleux. Maxime est parmi nous. Est-ce que Maxime, vous seriez d'accord pour vous lancer? Oui. Vous m'entendez? Ok. Ouais. J'étais en train de jouer avec mon micro. Donc c'était une vidéo d'une dizaine de minutes sur assez générique sur effectivement l'intérêt de langage, du financement citoyen et ce que pouvait apporter les services publics sur ce sujet-là en accompagnement et puis en démystifiant, j'ai envie de dire, et en portant les collectifs, en accompagnant les collectifs vers ces outils de financement citoyen. Alors, je vais lire avec vous quelles sont les informations essentielles à retenir. Alors, on sent à travers la vidéo effectivement qu'il y a une réelle volonté citoyenne autour de ce sujet-là. Toutefois, la vidéo souligne bien les enjeux. Ah, j'ai perdu mon texte. Les enjeux juridiques qui restent importants et notamment, ce qu'on a relevé Damien et moi, c'est le fait qu'il n'y avait pas forcément de modèle unique, que finalement chaque collectif citoyen et chaque collectivité territoriale faisait son propre chemin d'apprentissage sur ces sujets-là. Ça fait un peu le lien avec une des attentes qu'on a, effectivement, c'est peut-être de se trouver des outils clés en main, des façons de faire, des expérimentations qui ont été menées et qui nous permettraient effectivement de voir et puis d'échanger avec des porteurs de projets, des collectivités qui se sont lancées pour savoir effectivement ce qui a été compliqué chez eux, qu'est-ce qu'ils ont vraiment levé comme difficulté et comment ils ont avancé et franchi ces difficultés. Les questions qu'on s'est posées par rapport à cette vidéo, c'est un peu des questions d'actualité par rapport à l'autoconsommation collective d'une part, également par rapport au financement de projets par les collectivités territoriales. Alors la loi pour la transition énergétique et la croissance verte nous permet permet à des collectivités territoriales d'investir dans des projets privés d'énergie renouvelable du territoire. Une des questions qu'on se pose, c'est comment, dans quel contexte, comment a évolué la jurisprudence par rapport à ces sujets-là. Je sais que la nouvelle loi climat-énergie vient border un petit peu ce sujet-là et ça, c'est une des attentes vis-à-vis de la formation, de pouvoir bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce type d'investissement de la part des citoyens, mais aussi de la part des collectivités territoriales. Sur l'autoconsommation collective? Sur l'autoconsommation collective et sur le financement ou la prise de participation dans des sociétés privées de la part de collectivités territoriales. Donc sur les deux morceaux, en fait. Vraiment, on voit que
la réglementation bouge rapidement en ce moment et effectivement, d'avoir une vision d'expert dans le cadre de la formation, ça serait vraiment intéressant. Ok. Voilà. Autre question qu'on posait, le financement participatif favorise-t-il l'acceptabilité des projets? On s'aperçoit que sur un certain nombre de sujets, alors l'éolien, la méthanisation, il y a quand même de façon assez systématique des levées de boucliers de la part de collectifs de citoyens sur quand le sujet, enfin quand le projet arrive à proximité, etc. Comment le financement participatif, comment l'engagement citoyen peut permettre aussi de lever un certain nombre de freins et puis de faire adhérer au projet une partie des citoyens du territoire. Ça, c'est la deuxième question qu'on se pose en particulier à la lecture de la vidéo. J'ai parlé des évolutions réglementaires. Alors, pour Damien et moi qui sommes dans l'extrême nord, on sent qu'on est en retard, en particulier sur le photovoltaïque. Et effectivement, on se pose aussi des questions sur la possibilité par rapport à des opérateurs privés qui sont peu présents sur le territoire sur le photovoltaïque, est-ce que l'engagement citoyen et le financement citoyen peut pallier à un certain défaut d'intérêt dans nos territoires nordistes pour le photovoltaïque? Donc, ça fait partie des questions principales qu'on se pose, au-delà du fait effectivement qu'on a aussi envie de savoir en région comment Énergie Partagée intervient et quels sont les outils qui sont mis en place. Ça fait le tour. Je vous laisse lire les questions qu'on a Super. Posées. Super, merci. Du coup, c'était celle-là oui. que vous aviez soulignée. Oui. Et peut-être un dernier point. Alors, c'est la possibilité de joindre et du financement citoyen et du financement de la part des collectivités territoriales. Comment on peut articuler l'un, l'autre ou les deux en même temps, en fait, pour est-ce que on serait sur les mêmes outils, pas sur les mêmes outils? Aujourd'hui, dans ce qui est financement des collectivités territoriales, on a sur le territoire des outils qui s'appellent les SEM. Alors, on a une SEM régionale qui est en train de monter en puissance. On se pose la question de mise en place d'autres outils à des échelles plus locales, que ce soit au niveau de la commune, la communauté d'agglo, etc. Et comment ces outils-là peuvent parler à des outils qui vont plus faire du financement citoyen. Donc, est-ce qu'il faut des outils en parallèle? Est-ce que ces ces financements peuvent être les mêmes pour tous les acteurs, collectivités territoriales et citoyens? Donc, c'est aussi une des questions quand on veut embarquer tout le monde. On a des collectivités qui sont intéressées, des citoyens qui sont intéressés. Est-ce qu'il faut multiplier les outils de financement en fonction des types d'acteurs? Ou est-ce qu'il y a des solutions communes pour mettre tout le monde autour de la table et autour d'un outil de financement qui peut être commun? Ok, très bonne question. On y reviendra. Vous verrez que c'est ce qu'on essaie de faire en permanence, de réussir à emmener collectivités et habitants dans le financement des projets et même dans la gouvernance des projets. Et effectivement, il y a différents outils et montages juridiques qui le permettent. Et je vous le dis tout de suite, aujourd'hui, il n'y a pas une grammaire comme il y a une grammaire pour la langue française qu'on enseigne à l'école avec des règles et des fautes d'orthographe et des fautes de grammaire. Là, on parle de territoire et de territoire des acteurs qui veulent faire ensemble et donc ils vont s'ajuster ensemble
Alors, il y a une panoplie d'outils juridiques, de montage, etc. Mais ils vont piocher, des fois ils vont innover, des fois ils vont inventer, des fois ils vont adapter les outils qui sont aujourd'hui en train de se construire. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire, ça sera pas aussi carré que de la grammaire, mais il y a de la boîte à outils et vous verrez comment on s'en saisit sur les territoires. Mais à chaque fois, il faut s'adapter avec ce qu'on appelle le tour de table. Hein, voilà. Et tout dépend de la volonté des acteurs en présence, avant tout. Merci beaucoup, Maxime. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le relais? Ok, ben moi ça me va, Virginie, si vous êtes partante, allons-y. Alors, je ne sais pas si le document vous a été transmis ou pas. Non. Oui, c'est ça. Voilà, ben non, mais tout y est. Hein. Donc, on s'était mis un document que chacune complétait. Et donc, sur les citoyens, donc c'était la vidéo sur beaucoup du photovoltaïque, avec des témoignages, beaucoup de témoignages d'élus qui ont fait ressortir, pour ma part, comment dire, qu'il fallait être convaincu, il fallait que les élus soient bien convaincus de ce qu'ils faisaient pour justement pouvoir comment c'était plus facile de faire participer les citoyens. Hein, et il fallait avoir un projet assez, comment dire, assez carré, savoir de quoi on parlait. Et puis voilà, je pense que c'est important aussi ils ont parlé pas mal que les services de la collectivité étaient quand même assez investis et avaient carte blanche, quoi. Parce que c'est vrai que c'est quand même des fois difficile de toujours attendre une réponse pour pouvoir avancer sur des dossiers. Et donc là, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc par contre, oui, le questionnement, c'était comment on crée une coopérative citoyenne. Comment faire adhérer aussi bien les citoyens que les élus. Et voilà, j'ai pas trop préparé mon intervention. Mais c'est très bien, c'est très bien. On a des nouvelles questions et puis n'hésitez pas à prendre du temps. Donc on rejoint aussi Maxime qui disait comment obtenir le soutien du plus grand nombre entre public et privé. Ça, là, la grande question. Hein. Voilà, on redit un peu les mêmes choses. Hein. Et puis, les attentes de la formation, appréhender au mieux ouais. L'application possible des citoyens. L'application, j'ajouterais pas que des citoyens, quoi. Il faut qu'il y ait un maximum d'élus aussi portent les projets. Et voilà. Ah oui, et puis le type de coopérative, SCIC, SEM, enfin voilà, moi je besoin d'expliquer voilà quel est le meilleur groupement qu'il est possible de mettre en place. Voilà ce que je peux dire. Si Roxane veut rajouter quelque chose. Oui, alors moi c'était plutôt les questionnements que j'avais eus, c'était voilà, il y avait beaucoup parlé du fait que les citoyens étaient moteurs. Donc ça rejoint un peu le commentaire de Virginie sur la création d'un état d'esprit sur ces questions-là et les questions globales d'implication des citoyens. De même que sur la partie qui concernait les élus, en fait tout ce qui était tous les outils pour favoriser aussi cette émulation dans les cas où peut-être elle n'était pas présente sur les territoires. Ok, merci. Très bien.
Et merci à toutes les deux. Juste un commentaire. Je pense que il y a une bonne partie des questions auxquelles nous allons vraiment pouvoir répondre pendant la formation. Après, je vous arrête tout de suite, en tout cas si jamais vous aviez cette illusion-là. On est évidemment à faire travailler ensemble des acteurs très différents. Donc, il s'agit de les aider à partager ensemble un projet commun et à les aider, les accompagner, les outiller pour le mener. On est quand même vraiment tributaire du contexte local et de la culture locale et des personnes qui sont présentes, que ce soit au niveau de vos services, de vos élus ou des partenaires ou des développeurs. On pourrait résumer ça, ça paraît trivial, mais par l'aventure humaine, ou plus vulgairement par le PFH, le putain de facteur humain. Mais on est quand même là-dedans. Donc, il ne s'agit pas d'être fataliste et de dire, en fait, ces projets ne peuvent se développer que dans des contextes très favorables où les gens sont déjà convaincus, etc. Non, on peut vraiment faire bouger les choses et amener ce genre d'initiative et faire prendre ce genre d'initiative sur des territoires qui, en sont loin. Mais ça sera un frein. Ça sera un frein d'avoir des gens peu convaincus, ça sera un frein d'avoir des gens peu formés, ça sera un frein d'avoir des gens sceptiques. Voilà. Et effectivement, on peut essayer de lever ces freins, essayer de convaincre, et on vous montrera un peu comment faire, mais il n'y a pas de magie en la matière. Ok, mais merci beaucoup. Est-ce qu'on passe au groupe suivant, Julien? Oui, donc le groupe C est au complet. Nous avons Marie qui est là et Sylvain. Donc peut-être commencer, je ne sais pas, vous pouvez vous... donc, il travaillait sur le groupe C, donc sur la vidéo numéro 3, donc l'éolien citoyen. Je mets le sujet et la vidéo, le lien de la vidéo dans le chat. Et donc, peut-être que Marie ou Sylvain, je vous laisse du coup prendre la parole. Donc, Sylvain et moi n'avons pas eu le temps de nous concerter sur cette vidéo-là. Donc, ce que je te propose, Sylvain, c'est qu'on fasse peut-être tous les deux nos commentaires sur là-dessus. Donc, je commence. Alors, sur les informations essentielles à retenir de cette vidéo, il y avait l'importance de l'information, de la sensibilisation des habitants, mais surtout que l'importance de l'élu et de la volonté qu'il va mettre dans le projet. Parce qu'on voit, par exemple, dans la vidéo, qu'il va contacter tous les propriétaires citoyens et va leur écrire une lettre pour leur dire qu'il il faut pas céder aux démarcheurs privés et que ça doit rester quelque chose qui est commun et pour les citoyens. Donc, l'importance que l'élu pousse le projet. Et aussi, le fait qu'un investissement économique soit fait par les citoyens, ça leur permet aussi de prendre conscience de la transition écologique parce que ça devient quelque chose de concret. Sur les questions qui me sont apparues en visionnant la vidéo, donc c'était, il y en avait pas mal d'ailleurs, c'était au niveau de la gouvernance. Donc, quels sont les différents montages juridiques possibles? Comment est-ce qu'on gouverne une centrale citoyenne? En sachant qu'il y en a certaines qui assurent, par exemple, une voix, un vote. Et moi, je trouve ça assez problématique compte tenu de la différente implication que peuvent avoir les acteurs. Donc, si on porte un projet pendant 5 ans, qu'on a été là tout le long et qu'il y a quelqu'un qui débarque qui ne s'y connaît pas du tout et qui aura la même voix que vous, moi, ça me semble compliqué en tout cas. Donc, c'est une question de transmission surtout que je posais. Comment est-ce qu'on transmet à ceux qui arrivent et qui veulent s'impliquer dans cette centrale les bonnes informations. Ensuite, donc, il y avait sur le réinvestissement du capital des centrales villageoises de ces différents projets. Après, une question pour la création. Pardon, Marie, est-ce que vous pouvez revenir sur cette dernière idée? Laquelle juste celle que vous venez de prononcer. Vous êtes passé rapidement entre comment on transmet les bonnes infos aux nouveaux arrivants. Tout à fait.
Et puis là, vous avez parlé de l'investissement. Oui, donc on va avoir des bénéfices via les sociétés citoyennes. Ouais. Et quelles sont les différentes formes? Enfin, j'ai déjà entendu, par exemple, des centrales qui réinvestissaient dans le social. Donc, c'était quelqu'un qui, via, je crois que c'était même Énergie, je ne sais plus si c'est Enercoop ou Énergie Partagée qui faisait ça, mais qui revendait l'électricité et le profit était versé à la Croix-Rouge, par exemple. Donc, ça peut être intéressant aussi de voir les issues sociales que le projet peut avoir. Ensuite, je me demandais comment et où on pouvait trouver les compétences nécessaires pour développer ce projet, en sachant qu'il est ouvert à tous, parce que ce sont des compétences qui dépassent régulièrement celles des communes. Et enfin… Attendez, compétences légales ou compétences savoir-faire? Plutôt les compétences techniques, en sachant que les compétences légales font partie aussi des compétences nécessaires pour créer des projets comme ça. C'est des questions très larges et très nombreuses, donc Ouais, c'est très bien, vas-y. D'accord. Après, la dernière, c'était comment est-ce qu'on mobilise les fonds? Est-ce qu'il y a des aides spécifiques d'État, par exemple, qui bénéficient aux projets uniquement citoyens? Voilà. Et au niveau des attentes de la formation, moi, c'est surtout une boîte à outils que je recherche et en savoir plus sur la pratique des projets citoyens. Donc, comment est-ce qu'on mobilise? Comment est-ce qu'on lance le projet? Comment est-ce qu'on le pérenne? En termes de gouvernance aussi, d'investissement et d'élargissement aussi de la société une fois. Bon, c'est les questions que j'ai abordées juste avant. Voilà. Ok, waouh, bon. C'est une semaine qu'il faudrait qu'on passe ensemble là. Mais quand même, je pense qu'on va aborder tous ces sujets. Ouais, très clairement, on est dedans et le contenu prévu est bien dedans. Ok. Tant mieux. Sylvain? Ouais, juste pour compléter ces trois choses, du coup, voilà, la vidéo a bien insisté sur le rôle de l'élu dans un projet futur citoyen. Alors sur les aspects très logistiques, le foncier, on en a parlé, mais aussi sur des projets, sur l'aspect politique. L'élu doit être là pour défendre le projet citoyen face à des investisseurs privés, tu l'as dit. Pour assurer les citoyens aussi, avoir la caution de la collectivité, finalement, ça rassure les citoyens. Alors, je ne parle pas des citoyens qui ont initié le projet, mais des citoyens qu'on va chercher à attirer par la suite. En termes de communication aussi, le rôle de la collectivité est important. Et puis en termes de financement, alors je parle d'expérience, c'est la collectivité qui peut aller chercher les financements, y compris dans un projet citoyen, notamment sur le projet sur lequel on travaille. C'est la commune qui est allée chercher du leader, par exemple. Et puis, les élus ont insisté aussi un petit peu sur la richesse pour le territoire qui dépasse largement le cadre du projet, une richesse en termes d'aventure collective, de partage. Donc ça, c'est aussi par expérience, c'est une vraie réalité. Il y a des gens qui viennent et qui s'associent au projet pour bien d'autres choses que le projet lui-même, voilà, pour partager un projet collectif. Moi, les questions que je me pose en ayant vu la vidéo, c'est comment on fait pour élargir l'audience, pour élargir l'implication des citoyens, quels outils on utilise, mais en amont de tout ça, convaincre les élus, parce que souvent on est sur des projets qui émanent des citoyens, qui sont soutenus par quelques élus, mais on a quand même beaucoup d'élus qui suivent ça de très très loin. Voilà, donc comment on fait pour soutenir les élus qui souvent ne sont pas formés à l'animation territoriale. Voilà, et ce que je recherche d'informations, c'est aussi une boîte à outils, voilà, pour répondre à toutes ces questions. Et je vais répondre donc à Marie sur l'aspect une voix, un vote, mais pas plus du coup. Voilà, on peut arriver en cours de projet avec beaucoup de capital et on n'a pas plus de voix que le citoyen qui arrive avec ses petits moyens. Voilà, on peut, mais c'est pas obligé. Vous verrez que selon les projets, la loi, enfin la règle coopérative une personne une voix n'est pas systématique. C'est variable. Il y a d'autres manières de faire de la gouvernance démocratique que d'imposer cette règle-là. Donc ça peut convenir dans certains collectifs et dans certains types de projets, mais pas dans d'autres. Et globalement, en assemblée générale des actionnaires,
plus il y aura d'acteurs institutionnels et avec des acteurs privés, habitants particuliers. Donc imaginez, je sais pas, 300 personnes, plus la collectivité, plus le fonds d'investissement régional, plus énergie partagée, plus le développeur. Et clairement, les derniers que je viens de citer, ils vont avoir du mal à accepter d'avoir une voix comme les 300 autres personnes. Voilà, donc c'est souvent, on va trouver des aménagements pour quand même être sur une gouvernance démocratique, mais pas nécessairement en assemblée générale, une personne, une voix. Bon, on y reviendra. Merci à tous les deux. C'est très riche encore une nouvelle fois comme questionnement. Du coup, je préviens les autres qui vont passer. Il y a déjà beaucoup de questions qui sont posées, donc j'ai envie de dire, quand vous voyez que vous avez partagé des questionnements, c'est pas la peine de vous étendre dessus, parce que c'est bien noté, c'est bien pris en compte pour nous. Vous pouvez le souligner, mais c'est tout. Et je vous invite à vous concentrer sur des choses qui n'auraient pas été dites par les précédents groupes. Julien, quels seraient les prochains ? Alors, on avait une 4e vidéo dont je mets le lien en ligne, qui était plus un outil, donc l'outil des SEM, avec lesquels l'énergie citoyenne travaille aussi. Et puis c'est un outil qui est bien spécifique aux collectivités territoriales, donc ça tombe bien. Et on a justement Yves qui était chargé de regarder cette vidéo et de nous faire un petit retour. Oui, bonjour. Donc, moi, effectivement, j'ai échangé un petit peu avec Mireille, mais après, on a eu un souci de service informatique qui a bloqué les échanges d'informations entre nous. C'était un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été évoquées par rapport à ce stage. Par rapport à la SEM, il y a des exemples qui ont été donnés, mais qui sont déjà des exemples très importants. Où il y avait un investissement, mais qui était, je dirais, à coup sûr intéressant pour les différents porteurs du projet. Moi, ce que j'aurais envie de souligner sur le travail là, et les différentes vidéos que j'ai pu regarder, c'est qu'effectivement, il y a un gros travail de préparation dans la gouvernance, de sensibilisation à l'origine du projet avec les citoyens, avec le porteur de projet, avec les élus. Donc ça, c'est ce que j'en ai tiré. Qu'il y a de multiples formes de montage et pas seulement la SEM. Parce que là, effectivement, la SEM, c'est une possibilité, mais par expérience sur notre territoire, c'est pas forcément ce qui a pu être pérennisé. Ce que je me pose, moi, comme question, c'est la question de la légitimité de la collectivité locale. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut intervenir au niveau du foncier, on peut être facilitateur, on peut défendre par rapport au monde de l'entreprise, mais avec quels outils, c'est un petit peu ce qui est repris par les uns par les autres. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière à développer, même si elle est bien sûr locale et avec les acteurs du territoire qu'il faut étudier? Est-ce qu'il y a des outils qui ont été mis en place avec des référents locaux? J'ai entendu qu'Énergie Partagée travaillait sur la région parisienne et sur la région du Nord. Sur notre territoire, visiblement, sur l'ouest de la France, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été portés. Est-ce qu'il y a des outils aussi juridico-financiers qui existent? Donc, les attentes de formation, c'est des retours d'expérience, des boîtes à outils, les aides potentielles de la part de l'État et l'évolution des textes juridiques par rapport à ça, et les moyens techniques. Et puis, un questionnement qui est peut-être plus personnel, c'est la possibilité de monter une maison des ENR, avec possibilité pour les citoyens d'avoir des aides, y compris techniques, par des gens qui seraient habilités en service public à aller aider les gens à monter des projets soit coopératifs, soit individuels au niveau du ENR. Voilà mon retour.
Merci Yves. Le projet de maison des ENR, c'était une idée, une petite folie que vous vouliez partager avec nous ou c'est un projet réel qui est en cours sur votre territoire? Alors, on a monté une maison de la rénovation qu'on va partager au niveau des 3 EPCI. Donc là, on l'élargit aux 119 communes avec effectivement de la rénovation, mais aussi dispositif du PIG, donc programme d'intérêt général pour les gens qui ont peu de moyens, etc. Et je me disais, bah, dans le même cadre d'idées, effectivement, puisqu'on parle projet développement coopératif, pourquoi est-ce que on lancerait pas aussi cette idée, ou peut-être la reprendre si elle existe, de développer les énergies renouvelables, projet participatif, soit individuel qui fasse boule de neige, comme on peut faire sur des visites de maisons réhabilitées, soit en collectif, groupé par rapport au développement des ENR. D'accord. Super. Bah, merci beaucoup. Et sinon, j'ai pas pu joindre mes 2 autres collègues, puisque d'abord, j'avais pas les mails et les numéros de téléphone. Et Mireille, qui m'a envoyé un message, était très, très circonscrite, puisqu'elle ne parlait que des possibilités de montage d'un projet avec une SEM, de connaître les retombées, enfin, ou le contexte juridico-financier d'un montage avec une SEM. D'accord. Eh bien, merci. On reverra ça. Vous verrez que la SEM, Société d'économie mixte, est un véhicule juridique parmi d'autres. Oui. Et que, à ce titre-là, c'est un des outils des montages juridiques et que les montages juridiques peuvent recourir à différents véhicules juridiques et les faire travailler en même temps pour voilà, répondre aux différentes contraintes des collectivités, des habitants, des développeurs. Chacun a ses contraintes et on utilise du coup plusieurs outils juridiques. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre et il n'y en a pas un à pousser plus qu'un autre. Ça va tout le temps dépendre des contextes. Donc on vous donnera quelques éléments sur le choix des véhicules juridiques, mais la formation ne va pas être dédiée complètement à ça. On va rester quand même déjà généraliste et puis plus sur la question de la communication, de l'acceptabilité de l'adhésion au projet. Sur le montage juridique à proprement parler, on a d'autres formations et notamment je crois avec le CNFPT, Julien, tu le dis, mais je crois qu'il y en a une qui est plus focalisée vraiment en montage juridique. Absolument, je vais vous mettre les coordonnées de la formation, mais là ce sera pour 2020 et il y a effectivement une formation, un stage de 3 jours qui est plus autour des montages juridiques et financiers autour des projets d'ENR. Là, on est vraiment dans une formation de base. Alors moi, ce qui m'intéressait visiblement, effectivement, c'était bien connaître les freins et, je dirais, les leviers par rapport à ces projets participatifs. Il y a quand même un point qui n'a pas été évoqué, mais qui est souvent ressorti dans les projets d'ENR, c'est la pérennité dans le temps du portage des projets par les citoyens, parce que apparemment, ça met un certain temps quand même à aboutir et on peut avoir un phénomène d'usure. Et j'aurais aimé qu'on puisse évoquer ce point-là. D'accord. Alors, là, vous parlez de l'usure en phase de développement. C'est vrai qu'il y a des développements qui peuvent durer plusieurs années, mais je pense que ce n'est rien par rapport à l'usure sur la durée de l'exploitation qui dure 20 ans, voire plus. Et effectivement, c'est un sujet pour nous et c'est un sujet qu'on travaille actuellement et sur lequel, avouons-le, nous n'avons pas tout à fait suffisamment de recul puisque les premiers projets mis en service impliquant des citoyens en France ont allé au maximum 7 ans, 8 ans de fonctionnement. Donc, c'est encore tôt pour vraiment avoir fait le tour de la question. Mais on aura des éléments. Oui, c'était dans les freins. Enfin, c'était pour ça que je voulais l'évoquer. Merci. Il me semble qu'on a fait le tour des popotes, Julien, où il reste un groupe. Non, on a fait le tour. Je suis en train de mettre sur l'onglet conversation le descriptif du stage sur le montage juridique et le financement. Mais là, on a fait le tour des 4 films qu'il y avait à voir. Tout est sur l'onglet converser. Ok. Est-ce que à ce stade,
il y a d'autres personnes qui veulent rajouter des questions qui n'ont pas été formulées, qui n'ont pas été identifiées? Ou est-ce que déjà, cette belle liste vous suffit? Bon, vous avez le temps d'ici lundi d'y revenir. Je pense qu'il y a quand même pas mal de matière. Et si on arrive à répondre à tout ça, moi, je serais très content. Du coup, je vous propose de prendre un peu la parole pour le temps qui reste. Et puis, évidemment, vous intervenez quand vous voulez. Hein. Vous avez vu, on n'est pas comme ça rigide sur le déroulé. Mais je voulais vous proposer trois éléments là, un peu pour continuer de rentrer dans le sujet. Je vais partager mon écran avec cette mind map. Alors, c'est pour vous dire que la posture de la collectivité, donc on peut en faire de la théorie, et c'est ce que je vais faire là. Et après, c'est la diversité des situations, finalement, va correspondre à des contextes particuliers, différents, et vous vous reconnaîtrez, je pense, avec cette idée de contexte, de territoire. Vraiment, chaque collectivité, chaque territoire a son histoire, ses trajectoires d'acteurs, et on ne peut pas y appliquer des recettes toutes faites, et encore moins des modèles. Voilà. Néanmoins, je vais essayer de brosser l'ensemble des possibilités pour une collectivité, pour bien comprendre qu'une collectivité, dans un projet d'énergie renouvelable, elle peut être, d'une part, maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'ouvrage, vous connaissez bien ce terme-là, ça veut dire vraiment, elle est en leader d'un projet. C'est elle qui fait avancer le projet, c'est elle qui va coordonner, c'est elle qui va mettre les premiers sous sur la table, c'est elle qui va sélectionner les prestataires pour l'aider à accomplir son projet. Donc, on peut distinguer deux... Je vais peut-être agrandir un peu pour que vous voyez. On peut distinguer deux cas. D'un côté, en tant que maîtrise d'ouvrage, la collectivité va recourir à des prestataires avec cahier des charges oblige pour des missions bien précises, mais la collectivité va rester aux manettes du projet. Soit elle peut, avec un cahier des charges, sélectionner un partenaire. Et du coup, ouvrir le capital ou le futur capital du projet à un partenaire et commencer à ouvrir la gouvernance et commencer à ouvrir le financement parce qu'elle considère qu'elle ne peut pas tout faire tout seul, ou ne peut pas tout faire toute seule, et elle a besoin de co-investisseurs qui l'aident à porter le projet. Dans les deux cas, on fait du cahier des charges, bien que dans ce deuxième cas où quand elle va chercher de la presta, c'est évident, cahier des charges. Dans le deuxième cas, il y a plein de débats s'il y a des cahiers des charges, notamment quand il y a un outil type SEM présent sur son territoire, dont elle est actionnaire. Est-ce qu'elle a besoin de mettre en concurrence sa SEM pour faire un projet avec elle? Ouais, il y a des débats d'experts de point de vue juridique là-dessus. En tout cas, si elle n'a pas comme ça autour d'elle un partenaire évident, il faut qu'elle fasse un cahier des charges pour le sélectionner. Voilà, ça c'est quand elle maîtrise le projet, qu'elle en est à l'initiative, donc ça c'est généralement des cas où vous avez des élus très volontaires, visionnaires, qui ont envie que la collectivité ait un rôle très actif sur la transition énergétique ou des techniciens très moteurs sur le sujet, et idéalement les deux. L'autre cas, si je dézoome, l'autre cas, c'est la collectivité qui peut être facilitatrice d'un projet. Et alors là, il va y avoir pas mal de cas de figure possibles. On va essayer de regarder. Elle peut faciliter l'émergence du projet. Donc, généralement, ça va être le cas où des habitants veulent faire quelque chose, veulent porter leur projet, typiquement une centrale villageoise.
là, elle peut faciliter l'émergence. Donc, il y a différentes manières, en commençant par mettre à disposition de l'ingénierie technique, ou recruter une assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner le collectif de citoyens, ou faire une convention de subvention avec le collectif de citoyens pour lui donner les premiers moyens pour fonctionner. Voilà, là, elle va faciliter l'émergence. Elle peut aussi, en phase de développement du projet, donc quand le projet est un peu plus avancé, pareil, si elle ne veut pas y participer, mais juste aider, elle peut sélectionner et voire payer des prestataires qui soient en appui à ces citoyens pour développer leur projet. Et puis, en phase d'investissement, eh bien, si elle veut investir, elle le peut, mais dans ce cas-là, on va dire qu'elle va revenir dans un rôle de maîtrise d'ouvrage, même si elle ne reprend pas totalement la main. Mais si elle veut faciliter l'investissement, eh bien, aujourd'hui, il y a pas mal de collectivités qui utilisent les appels à projets et les subventions avec des bonifications ou des critères sur la participation citoyenne des projets éligibles à ces aides. Bon, voilà un peu d'un point de vue presque juridique les différentes possibilités pour la collectivité d'aider. La posture de facilitatrice, j'ai envie de dire, c'est à minima le moyen d'être utile à ces projets quand ils émergent. Nous, ce qui nous amuse le plus, ce qu'on encourage le plus et ce qu'on fait de plus en plus, c'est vraiment d'accompagner la collectivité à être maître d'ouvrage, notamment pour des projets de grande taille, à sélectionner ses partenaires et à co-développer des projets de grande taille avec des partenaires. Voilà ce que je voulais vous dire déjà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Peut-être que je ne répondrai pas à tout ce matin et j'en garderai pour lundi, mais allez-y. N'hésitez pas avec le chat aussi. Ça peut permettre d'accélérer nos échanges. Comme ça, moi, je continue de dérouler. Moi, j'ai une remarque, Maxime. Oui. Il y a un rôle qu'on souhaite investir, qu'on essaie d'investir, nous, au sein de la métropole, qui est le rôle je vais dire des grands mots, de garant de l'intérêt général. Alors, en particulier sur le sujet de la méthanisation, où on a pour volonté par rapport à des projets qui vont être des projets privés, de pouvoir garantir que les inquiétudes des riverains par rapport au développement de ce projet puissent être entendues. Je pense qu'il y a un rôle aussi pour la collectivité d'être... Alors, nous, on essaie de le travailler par l'investissement, mais ce rôle de pouvoir effectivement avoir un effet levier ou un effet accompagnement auprès des porteurs de projets pour qu'ils prennent en compte la concertation, pour qu'ils prennent en compte les exigences écologiques, et qu'ils puissent faire des projets qui ont des tailles, des caractéristiques qui soient en cohérence avec ce qu'on souhaite sur le territoire. Ça, c'est un rôle. Alors, comment on l'articule juridiquement et financièrement, ça c'est plus compliqué, mais effectivement, la mise à disposition de techniciens, de l'investissement un peu dédié sur la concertation, sur l'amélioration écologique des projets, c'est des choses qu'on essaie de travailler. Et effectivement, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour les collectivités d'être à côté des porteurs de projets pour monter en gamme ce type de projet. Tout à fait d'accord, Maxime, et merci beaucoup de le souligner. C'est tout à fait une autre posture qui est là. C'est la posture. Alors, du coup, c'est un peu dur de dire ça, mais c'est la posture minimum à avoir sur des projets de grande envergure. Quand bien même la collectivité ne veut pas s'impliquer, il faut qu'elle soit la garante de ce dialogue avec le territoire, de la concertation.
Voilà, c'est une usine qui arrive sur son territoire. À elle de vérifier que le projet est bien concerté avec tout le monde. Et c'est sa responsabilité. Et les élus en sont redevables devant leurs administrés, leurs citoyens, s'il y a eu vraiment défaut de concertation. Avec une marge de manœuvre qui reste limitée, hein. On est entre des citoyens et des projets privés qui finalement vivent chacun leur vie, et donc on a plus un rôle effectivement de facilitateur, d'accompagnateur. Oui, oui. Avec un pouvoir de nuisance non négligeable si le projet est mal ficelé et du point de vue de la collectivité, si il va dans le mauvais sens. Il y a quand même différents leviers pour la collectivité pour mettre des bâtons dans les roues à un projet qu'elle finalement ne souhaite pas accueillir parce qu'il est mal fait, quoi. Bon, on pourrait y revenir et merci parce que ça introduit cette notion de concertation qui est essentielle quand on parle acceptabilité des projets et on y reviendra lundi. Je vous propose de regarder du coup 2 guides que nous avons édités avec l'ADEME et le ministère, l'ADGEC. Celui-là qui est téléchargeable. Alors, il va falloir le mettre à jour. Je ne vous cache pas qu'il a maintenant 3 ans, je crois. Du coup, il y a eu quelques évolutions législatives qui sont qui méritent qu'on le mette à jour. On fera ça en 2020. En attendant, il y a beaucoup de choses, tout ce qui est dit est juste, et surtout dans les retours d'expérience des collectivités que vous pouvez y trouver. Donc, je vous présente ce guide parce que ça peut faire peur et puis vous pouvez vous dire, voilà, mais bon, je le lirai un jour et puis finalement jamais. Il y a une première partie qui vous intéressera un peu une fois que vous aurez fait la formation parce que vous aurez déjà bien compris tout ça. Et puis ensuite, il est en chapitre 2 et 3, il est structuré de la manière suivante. En chapitre 2, on reprend un peu la distinction que je viens de vous faire en fonction de la posture que la collectivité a dans un projet. Dans le chapitre 3, vous avez de nombreux retours d'expérience avec ce qu'on peut tirer comme enseignement selon qui est à l'initiative du projet. Donc voilà, ça vous décrira différents contextes où des projets sont à l'initiative d'habitants, à l'initiative de la collectivité ou à l'initiative d'opérateurs privés, de développeurs. Voilà. Et donc, je vous invite à... Donc c'est pareil, hein, ça commence à dater, enfin tout va assez vite, hein, mais en tout cas, maintenant on aurait encore plus de projets dont faire le retour d'expérience, mais vous avez pas mal de descriptions. Et donc, je vous invite à le parcourir, parce que parmi tous ces cas décrits, j'espère que vous trouverez un peu le vôtre ou votre territoire. Ce guide est téléchargeable depuis notre site internet. Julien, si tu peux mettre le lien, ça serait super. C'est fait depuis un moment. Oh là, merci. Et puis, maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder le deuxième guide que nous avons édité. Celui-là, qui a essayé de mettre à plat l'ensemble des questions à se poser, que l'on fasse un petit ou un grand projet. Alors, un petit projet, c'est quoi? Dans notre mouvement, un petit projet, c'est typiquement aujourd'hui les projets de centrales villageoises, qui sont des grands projets du point de vue de l'ancrage local, de la dynamique locale, de l'implication bénévole et voilà, mais qui sont des petits projets en termes de puissance installée et donc d'euros et d'épargne mobilisée, puisque pour la plupart, même si ça évolue à la hausse, mais
Aujourd'hui, je pense sur 70 centrales villageoises en fonctionnement en France, on doit être à quelque chose comme 3 mégawatts installés. Ça veut dire que c'est des petites toitures qui ont été mobilisées et c'est très bien. Ils sont allés chercher le gisement diffus sur le territoire, des petites toitures, des 9 kilos, plusieurs 9 kilos en même temps, mais en faisant des investissements de 100, 300 000 euros. Voilà. Donc ces projets sont porteurs de grandes dynamiques sur les territoires, mais peu en termes d'électrons injectés sur le réseau, comparé à d'autres projets de notre mouvement qui répondent à la même charte que celle que je vous ai présentée au début, mais qui vont aller sur des tailles d'investissement, on va dire, 100 fois plus grandes. Je m'arrête là-dessus, c'est important. 100 fois plus grande, ça veut dire qu'on est sur des investissements de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir la même démarche citoyenne sur ce genre de projet. Alors la même, pas tout à fait. On va avoir souvent moins de bénévolat. On va avoir moins de citoyens et d'habitants en direct dans le projet. On va avoir souvent plus d'intermédiaires entre les gens, les citoyens, et ces projets. Et même des fois entre la collectivité et le projet. On va avoir plus de professionnels dans le portage du projet. Mais on va aussi mettre en place les règles de gouvernance et le financement suffisant pour que ce soit des projets citoyens. Donc on verra ça lundi comment c'est possible. Mais ce qu'on a essayé de faire dans ce guide-là, c'est au démarrage d'un projet qui soit de la taille 1 ou de la taille 100, il y a des bonnes questions à se poser. Et ces questions, je vous invite du coup à le regarder. Une fois que vous aurez lu ça, vous direz mais c'est du bon sens. Ouais, c'est du bon sens et en même temps, voilà, c'est important de les rassembler. C'est important de se poser d'abord la question du groupe qui initie le projet ou qui veut embarquer dans un projet. Ce groupe de citoyens, d'élus, qui sont-ils? Quelle histoire a-t-il? Et quelles sont les attentes de ces personnes? C'est vraiment important parce qu'on est souvent dans une phase de séduction au démarrage d'un projet où on se met assez vite d'accord, on s'emballe sur les valeurs qu'on partage et puis on ne passe pas beaucoup de temps finalement à voir vraiment ce qu'on partage. Et on pense que c'est une première question réflexive sur le groupe, importante à se poser. Et on peut même en faire un atelier de travail, de poser à plat les motivations qui animent chaque partie prenante. C'est aussi un point méthodo qui est utilisé dans la création des SIC, donc ces sociétés coopératives d'intérêt collectif, où c'est important à la fois de ne pas être naïf sur les intérêts divergents des parties prenantes, mais essayer de voir finement qu'est-ce qu'ils partagent pour faire ce fameux affectio societatis qui est au fondement de n'importe quelle société de projet. C'est vraiment l'affectio societatis, c'est ce qui justifie qu'on fasse un projet en commun. Voilà. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais la question du groupe et de pourquoi on est là, qui sommes-nous, est importante. La deuxième, c'est le territoire. Et c'est une question... vous connaissez l'outil, c'est le diagnostic territorial pour connaître un territoire. Et ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire tout le temps, mais pas forcément en payant un bureau d'études 10 000 euros pour faire le DIAG. Ça peut être fait par la collectivité avec les habitants. Aujourd'hui, nous, on propose un outil pour le faire, mais il y a une diversité de manières de le faire. En tout cas, il faut se poser des questions sur le territoire. Un territoire, c'est profond, c'est complexe, c'est vaste, c'est diversifié. Et souvent, on va aller tête baissée dans le montage du projet. Or, on veut faire des projets ancrés sur nos territoires, on veut faire des projets de territoire. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment important de partager la connaissance du territoire avec tous ceux qui vont participer au projet, que ce soit des opérateurs privés qui sont loin, qui sont extérieurs,
que ce soit vos élus, vos habitants, vous avez tous des points de vue différents sur le territoire. C'est vraiment important de se poser la question ou de utiliser des données que vous avez déjà, vous, après avoir fait des plans climat ou autre. Le projet, où en est-il? C'est une question très importante, surtout quand les acteurs citoyens, la collectivité ou les habitants vont embarquer dans un projet qui est déjà lancé par un opérateur privé. Mais globalement, c'est une question qu'on peut se poser tout le temps. En fait, on part jamais de zéro. Et donc, il y a et des acteurs en présence. Il y a déjà souvent un tour de table, plus ou moins ouvert. Et puis, il y a des choses qui ont été engagées et dont il est bon de se rappeler. Voilà. Et puis, pour bien faire l'analyse du projet. Donc, vous verrez, il y a des questions essentielles à ce projet, notamment par filière. Et cette analyse est importante pour déterminer ensuite on va dire les rapports de force entre acteurs. Voilà. Des acteurs qui ont fait beaucoup de choses pour faire avancer le projet au démarrage, ils ont plus de cartes en main pour négocier que des acteurs qui n'ont rien fait et qui débarquent, globalement. La quatrième question importante, c'est sur notre projet citoyen, que voulons-nous? Donc, il s'agit de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut au-delà de faire sortir une usine qui produit de l'énergie renouvelable. Est-ce qu'on veut plus que ça ou est-ce qu'on veut que ça? Et si on veut plus que ça, qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est important, notamment dans le montage juridique et l'écriture des statuts et l'écriture des documents qui relieront les investisseurs. La cinquième question, c'est est-ce qu'on est prêt pour cette aventure? C'était Yves, je crois, qui parlait d'aventure. Eh bien oui, faut se poser la question des compétences collectives de ceux qui vont porter. C'était aussi Marie qui disait, mais est-ce qu'il y a tout le temps les compétences techniques localement pour le faire? Et sinon, où est-ce qu'on les trouve? C'est vraiment une question et c'est important de se regarder en face et de faire ce bilan-là. Et puis, ne le cachons pas, il s'agit d'un projet d'entreprise. Voilà, comme tout projet d'entreprise, il comporte des risques. On y reviendra sur les risques à développer les projets d'énergie renouvelable, mais il n'y a rien de garanti. Donc, c'est sûr qu'une des qualités de ceux qui vont porter un projet, c'est d'avoir une compétence entrepreneuriale, clairement. Et les élus ne sont pas les derniers pour avoir des compétences entrepreneuriales, voilà. Souvent par leur casquette professionnelle, mais même quand ils ont l'expérience de gérer leur collectivité, pour beaucoup, ils savent ce que c'est de lancer un projet, de prendre des risques et d'y aller. Et puis, dernière question, c'est évidemment, quand on a fait on s'est posé ces 5 questions, quelles sont les prochaines étapes? Et là, on vous oriente un peu vers nous, vers les réseaux régionaux, vers les formations, vers les outils qui existent pour avancer. Voilà, je m'arrête là sur ce guide. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, mais je prends vos questions si vous en avez. Donc moi, avant que tu me poses la question, oui, j'ai mis le lien vers le guide sur l'onglet « Converser ». Ok, super. Écoutez, je vous invite du coup à regarder ces deux documents avant, après la formation, comme vous voulez, mais voilà, il y a déjà pas mal de retours d'expérience comme que vous cherchiez, et c'est vrai que lundi, on passera pas enfin, on illustrera nos propos, mais on va pas rentrer dans aujourd'hui les 250 retours d'expérience qu'on pourrait vous proposer. Voilà, il y en a autant que de situations, de cas différents. Donc, commencez déjà par cela, et puis j'en rajouterai un peu pendant la formation. Il nous reste 20 minutes. J'ai envie de commencer. J'ai envie de commencer la formation. Est-ce que d'abord, avant que je reprenne un peu la parole pour peut-être dérouler autre chose, est-ce que vous avez des questions, commentaires, réactions à chaud comme ça, en mode discussion, si vous le souhaitez? Moi, j'ai une question
à vous poser. On aimerait bien, avec mon collègue Marc qui animera la deuxième journée avec moi, vous proposer une mise en situation, à travers une étude de cas. Donc, soit on peut apporter des cas fictifs, soit on peut partir de vos situations à vous. Donc, j'aurais bien aimé repérer parmi vous si certains avaient des projets concrets sur leur territoire qui puissent faire l'objet d'une mise en situation autour de la concertation, la communication, l'acceptabilité de leur projet. Moi, je peux répondre un petit peu à cette question-là, puisqu'on a, dans le nord des Hautes-Alpes, l'énergie qui est majoritaire, on va dire, c'est l'énergie hydraulique. Et on remarque que dans certains cas, il y a quand même une grosse mobilisation contre ce type de projet-là, à cause de la construction de la microcentrale, par exemple. Et en termes de concertation citoyenne, alors c'est souvent quand même bien fait, mais les projets citoyens hydrauliques sont quand même très rares. Donc, je voulais savoir si c'était quelque chose qui était quand même faisable un peu partout. Voilà. Je ne sais pas si... Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Provence Énergie ou quelque chose comme ça, qui est aidé d'ailleurs par Énergie Partagée, qui existe déjà. Mais voilà, parce que dans le nord des Hautes-Alpes, il y a aussi quelques éoliennes et pas mal de panneaux solaires, mais il y a déjà Energil, donc une centrale villageoise en solaire. En termes d'énergie hydraulique, c'est beaucoup plus rare. Donc, moi, ce serait plutôt là-dessus que je me poserais certaines questions, mais voilà. Merci. Alors, il y a deux questions dans ce que vous dites. La première, est-ce qu'il y a des collectifs citoyens qui font de l'hydro? Donc, on en a quelques-uns. On a 4 ou 5 projets sur notre carte. Et je vous invite à aller la voir là sur notre site. Alors, c'est des... Bon, voilà, ils sont différents, mais c'est des projets sur des cours d'eau, en dérivation, et qui ont eu à gérer ces questions d'impact environnemental, de discussion et de concertation avec des associations locales. Et c'est tout à fait possible de mener des projets, et notamment il y a une connotation patrimoniale très porteuse, très puissante et évocatrice pour les collectifs citoyens, parce que voilà, un cours d'eau, un vieux moulin, une vieille centrale, c'est un gros capital sympathie. Mais effectivement, les enjeux de biodiversité sont sensibles, donc il faut bien faire les choses. Donc, on commence à avoir des retours d'expérience là-dessus. Après, vous, sur votre territoire, dans les Hautes-Alpes, vous avez, il me semble, EDSB, qui est la régie locale de gestion des réseaux électriques et qui investit aussi dans la production d'énergie renouvelable, et notamment sur l'hydro. Je crois que eux, ils portent plusieurs projets hydro eux-mêmes, sans même vouloir ouvrir ça pour l'instant à des centrales villageoises ou à d'autres. Ils ont l'air de vouloir faire leur chemin tout seuls. Il y a notamment la création de SEM, donc via EDSB. Donc, il y en a par exemple avec une commune qui s'appelle Servières. Donc, ils ont créé une SEM pour pouvoir exploiter le cours d'eau qu'il y avait dans cette commune-là. Et il y a aussi la SEM Sèvres, que peut-être vous connaissez, donc qui allie 10% de capital citoyen avec une partie, donc je crois que c'est 30% de DSB qui elle-même est une SEM, et des fonds publics. Voilà, donc c'est aussi un exemple qui est assez intéressant sur comment allier les SEM et les collectifs citoyens, par exemple. Ouais. La SEMSEF, c'est un des actionnaires, c'est un des premiers investissements de notre outil énergie partagée, historiquement, et effectivement, une des premières SEM qui a adhéré à notre mouvement, et une des rares SEM à avoir dans son capital des particuliers. Donc effectivement, c'est un outil inspirant pour nous, puis avec un élu aussi qui vous avez peut-être entendu parce qu'il est assez médiatisé. C'est mon président, je pense, dont vous parlez, c'est Pierre Leroy.
Pierre Leroy, ouais, et qui notamment là, a parlé aux dernières assises, aux dernières rencontres Tepos. Voilà, mais je vous invite à écouter ce que dit ce bonhomme. Il est très inspirant. Du coup, est-ce que ça pourrait être un projet dont on fasse un peu une étude de cas pour travailler la question de son montage juridique et de sa concertation et de l'acceptation locale? Vous parlez de la SEP, c'est ça? Je parle d'un projet hydro porté par, vous disiez, par qui? La SEP, c'est sur du solaire. Moi, les questions que je me posais, c'était si ça existe, parce que j'ai pas dans les Hautes-Alpes d'exemples de projets citoyens hydrauliques. Donc, moi, voilà, ça aurait été un projet qui aurait pu, qui m'intéresse, mais comme beaucoup d'autres. Mais il n'y a pas d'exemple dans les Hautes-Alpes. Pas de cas concret. Non, non, non. Hein, l'idée, c'est que mardi après-midi, on puisse travailler sur un de vos projets que vous avez en réel sur votre bureau et qu'on puisse du coup vous aider à avancer dessus en offrant ce cas concret et réel à l'ensemble des participants pour mettre en œuvre les apprentissages de la formation. Ok. Ok, mais j'avais pas très bien compris dans ces cas-là. Moi, j'en ai pas en particulier à proposer dans ce cadre-là. Ok, merci. Moi j'ai peut-être quelque chose à proposer. Donc plutôt sur le volet méthanisation. Alors en lien avec Marie, tout comme l'hydro, la méthanisation en termes d'acceptabilité, c'est compliqué. Actuellement, on est en train de développer un outil, mais qui a pour but de favoriser le financement de la collectivité et de la métropole en particulier, pas forcément le financement citoyen. Comme je disais tout à l'heure, le financement de la collectivité, on estime que c'est l'outil qui va nous permettre d'être garant de la concertation et garant de la qualité environnementale des projets, en disant on vient abonder et participer à la société de projet de méthanisation, et en échange, on a un droit de regard et puis on s'assure d'une haute qualité du développement du projet. Mais je serais très intéressé effectivement de voir comment on peut également associer le citoyen dans cette démarche, quoi. Au-delà de notre positionnement en tant que financeur vigilant. Très bien. Alors, je vous invite du coup à préparer un peu des éléments de présentation de votre projet. Alors on a un projet en particulier, et puis on a une délibération cadre, une charte. On a quelques documents préparatoires qui nous ont permis de cadrer un petit peu la manière dont on veut investir. Investir le projet, investir du temps et investir des fonds sur ce type de projet. Et je pourrais vous partager tout ça. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, même un projet qui débute, un collectif qui est en train de bouger et vous vous demandez comment l'aider, ou un projet d'énergie renouvelable privé classique qui est en train de se prendre des claques. Non, écoutez, on vous apportera du coup de la fiction et on vous fera travailler là-dessus. Je vous ai parlé de Marc, mon collègue. Marc, c'est notre expert en communication. Donc, pour notre réseau, pour les projets, et il fait beaucoup de formations pour les porteurs de projets pour leur transmettre des compétences en termes de communication, de savoir faire un diagnostic de com, de savoir faire un plan de com et d'être efficace en communication, parce que c'est quand même avec les sous, c'est le nerf de la guerre pour rallier du monde, convaincre, faire venir. Donc on regardera ce savoir-faire-là le deuxième jour.
Voilà, c'était pour vous dire qu'on ne regardera pas que le montage juridique et le montage financier. On vous donnera les bases et les généralités là-dessus, mais on regardera aussi le savoir-faire de communication qui est un savoir-faire à part entière. Arnaud, j'en profite pour prendre la parole aussi pour dire à Maxime, qui m'a l'air d'être bien branché sur la méthanisation, qu'il n'y a pas longtemps, on a créé avec le CNFPT d'ailleurs 2 ressources webinaires avec Suzanne Renard, donc sur comment les collectivités peuvent être partie prenante dans la création de projets de méthanisation. Donc, je vais mettre en ligne, donc là, c'est plus à l'attention de Maxime, ces 2 ressources webinaires. Et notamment, je sais qu'il y a tout un travail du CERD dans la région Hauts-de-France, voilà, qui est assez intéressant sur comment la collectivité peut être outillée en termes de concertation spécifique sur ce domaine-là de la méthanisation. Donc, je pense, à la fois pour Maxime et pour l'ensemble des personnes, ça peut être intéressant sur cette filière en particulier. Alors, on travaille main dans la main avec le CERD. C'est une des choses, et effectivement, c'est plus que la moitié de mon temps. Donc, je suis pas. Donc, on est plusieurs chefs de projet, et moi, j'ai la casquette méta. Donc, j'en parle plus que des autres sujets. Du coup, je vais mettre ces 2 ressources particulières-là pour que au moins ce sujet-là puisse être creusé de ton côté. Je promets aux autres participants de ne pas parler que de ça. Merci d'avance, merci pour eux. Mais effectivement, la méta, c'est... et alors, juste pour dire que c'est une filière pas comme les autres, et d'une part parce que elle peut produire du gaz, et donc avoir une production thermique et pas seulement électrique, et puis bon voilà. Mais en plus, le gisement, le combustible, l'intrant, comme on dit, n'est pas nécessairement public ou collectif ou abondant dans la nature. L'intrant est souvent privé, donc souvent lié à des activités sur le territoire, des activités qui sont pas forcément aussi durables que le sera l'installation, ou en tout cas des activités qui peuvent fermer dans 3 ans ou dans 20. Et du coup, il y a toute la question de la gestion des intrants qui se pose pour les projets de méthanisation. On va dire d'une autre manière que pour des projets éoliens ou photovoltaïques, où on fait tourner des modèles, on regarde le gisement, mais après, normalement, il n'y a pas de surprise, quoi. Alors que sur les projets de méta, il y a une dynamique territoriale à entretenir tout au long pour pouvoir garantir les intrants dans les digesteurs et dans l'usine. J'espère pas avoir trop dit de bêtises à ce niveau-là, mais il me semble que c'est une différence importante avec les autres projets. Et le bois énergie, on retrouve aussi cette question-là de l'approvisionnement en bois, du coup du travail avec le monde forestier, et qui est un monde à part. Voilà. Et là, je vous invite à avoir une autre série de webinaires qu'on a fait il y a peu de temps sur les projets de bois énergie, si ça vous intéresse. Et avec des intrants qui peuvent être plus ou moins vertueux suivant le territoire, suivant la disponibilité. Donc effectivement, et des intrants qui peuvent être captés par plein d'acteurs différents pour plein d'intérêts différents. Effectivement, c'est une des difficultés. Et oui, et la qualité des intrants après est vraiment importante, et la concurrence que se font les différents opérateurs pour avoir ou maîtriser, garder ces intrants le sont aussi. C'est complexe comme montage de projet. Enfin, chaque projet a sa complexité. Je vous propose de s'arrêter là. Il me semble qu'on est arrivé au terme. Pour moi, mission accomplie de vous avoir fait rentrer dans le sujet et d'avoir vu vos questionnements.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, chers participants, avant de se retrouver lundi? Non, eh bien, je vous propose d'ouvrir vos micros et afin qu'on puisse se dire au revoir, éventuellement de mettre vos caméras pour qu'on commence à se repérer et à voir qui est qui. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et de semaine. On se retrouve du coup lundi. Alors, je n'ai pas les informations logistiques de lundi. Julien, je ne sais pas si tu les as. Je les ai pas sous la main là. Mais je suppose que c'est bien fait du côté du CNFPT du coup vous avez dû recevoir des convocations, j'imagine, avec des adresses, etc. Moi, j'ai pas été dans la boucle personnellement. En tout cas, j'ai un contact au CNFPT à Montpellier. S'il y avait le moindre problème, donc n'hésitez pas à me solliciter ou à solliciter Aurore Leroux, donc qui s'occupe de la logistique de ce stage. Ok, bah merci bien à tous et à très bientôt. Merci, à la Merci. semaine prochaine. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.